Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous êtes en train de vous connecter. Donc, on va attendre une petite minute, là, le temps que vous puissiez arriver sur ce webinaire. En attendant, je vais vous donner quelques indications pour l'organisation, le bon déroulement de cette présentation. Vous avez normalement accès au chat en bas sur le côté. Normalement, vous pouvez tous écrire dedans. Voilà, est-ce que si quelqu'un peut essayer pour voir si ça fonctionne bien de votre côté? Et donc le chat qui peut être utilisé évidemment pour toute réaction et commentaire. Mais vous avez aussi l'espace questions-réponses. Je vois que quelqu'un vient de l'utiliser. Alors c'est peut-être que... attendez, je retente. Est-ce que le chat fonctionne pour tout le monde? Ou ça n'est peut-être pas encore le cas. Bon, en attendant, les gens se connectent. On va essayer de régler ce problème-là. Mais vous avez l'espace questions-réponses aussi en bas, Q&R, qu'il est intéressant d'utiliser pour pouvoir poser vos questions à notre conférencière parce que comme ça, les questions ne s'effacent pas. Donc, je vais voir si... Est-ce que le chat est résolu? Je pense que ça doit être bon maintenant. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Voilà. Avant d'écouter notre invitée Florence Pellegrini, je vais laisser la parole à Rosa Duhart, responsable de l'unité formation au département langue française chez France Éducation Internationale, pour introduire cette édition du Belkiver et présenter notre conférencière. Merci et bienvenue à toutes et tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à cette 24e édition du Belki Hiver, la 5e en format entièrement à distance. Donc c'est un vrai plaisir de vous retrouver et de voir réunis des enseignants, formateurs, coordinateurs et responsables pédagogiques du monde entier pour partager ensemble ces semaines de formation et d'échange. Cette année, nous comptons 289 participants contre 175 l'année dernière. Une belle progression donc qui témoigne de l'intérêt croissant pour ces formations et de l'importance de ces temps d'échange et d'apprentissage. Vous venez de 38 pays et représentez 31 nationalités différentes. Un clin d'œil tout particulier aux pays les plus représentés, la France, à ex-aequo avec l'Algérie, avec 63 inscrits chacun, le Maroc, le Rwanda et le Bangladesh. Vous êtes bien la preuve que le français continue de rassembler et de créer du lien partout dans le monde. Au programme de cette édition, 30 modules de formation, des classes virtuelles, des parcours tutorés, des formations hors connexion et bien sûr des webinaires quotidiens avec des experts et partenaires qui viendront enrichir vos pratiques. Un immense merci aux 20 formateurs et 4 tuteurs qui vous accompagneront tout au long de cette aventure. Et pour ouvrir cette série de webinaires, nous avons le plaisir d'accueillir Florence Pellegrini, maître de conférences en langue française et stylistique à l'Université Bordeaux-Montaigne. Spécialiste des questions d'argumentation dans le récit, elle s'intéresse aux notions d'engagement et d'empathie en littérature et dirige un atelier de théorie littéraire et poétique. Aujourd'hui, elle nous propose une réflexion sur l'argumentation en FLE, un défi pour l'enseignement-apprentissage. Présente dans les descripteurs de CE-CRL et les certifications en langue française à partir du niveau B, l'argumentation est souvent considérée comme un acquis naturel. Pourtant, elle repose sur un héritage académique et culturel spécifique qu'il convient d'interroger. Dans cette conférence, Florence Pellegrini vous invite à déconstruire ces représentations pour mieux l'enseigner et l'apprendre en flux. Alors, sans plus attendre, je lui laisse la parole. Très bon Belkiver à toutes et à tous. Merci beaucoup, Rosa, et merci à FEI d'avoir pensé à moi pour cette conférence de début de Belk. Alors, je vais sans plus attendre rentrer dans le vif du sujet. D'abord, bonjour à toutes et tous des quatre coins du monde où vous vous trouvez, hein, parce que le chat indique que vous êtes connectés depuis, de nombreux endroits sur la planète. Alors, le virtuel a au moins cet avantage de nous rassembler au-delà des frontières. Alors, je voudrais voilà, partager mon écran avec vous tout de suite pour débuter avec vous cette réflexion sur la question de l'argumentation. Je vais lancer le diaporama qui va être
mon sujet aujourd'hui. Alors, je tiens à dire que c'est un sujet qui remonte du terrain, au sens où, indépendamment aujourd'hui d'universitaires et de spécialistes de langue et stylistique en littérature, j'ai un passé d'enseignante dans le secondaire en français langue maternelle et également un passé d'enseignante étranger en français langue étrangère. Donc la question de l'argumentation, l'enseignement de l'argumentation, c'est une question qui s'est posée à moi d'abord dans ma pratique, avant d'être un sujet de réflexion et un objet de recherche. C'est en croisant ces deux faisceaux, hein, la pratique d'un côté et la recherche de l'autre, que je vous propose d'entrer dans le sujet. Alors, comme l'a dit, pardon, voilà. Comme l'a dit Rosa, hein, donc ça c'est vous avez ici le résumé hein, de mon intervention. Hein. La question de l'argumentation, c'est une question qui se pose assez tôt dans l'enseignement-apprentissage du français, français langue maternelle et donc scolaire, et français de scolarisation et français langue étrangère, en liaison avec les certifications. Et je vous proposerai ça dans un petit panorama général juste après, puisque ça apparaît, hein, la question de l'argumentation apparaît même implicitement dès le niveau B1, ce qui est, somme toute, assez tôt pour entrer dans cet objet-là. Cette question argumentative est une question qui est souvent peu posée ou pas posée, ou en tout cas pas réfléchie comme nécessitant un enseignement-apprentissage spécifique, en particulier parce que pour de nombreuses sphères culturelles et géographiques, et j'ai tendance à dire aussi pour des Français langue maternelle, hein, pour les nouveaux apprenants que nous avons dans le cadre scolaire en France même, ce n'est pas un objet qui bénéficie d'une représentation ni même juste, ni même de représentation tout court. On a tendance souvent à confondre l'argumentation avec l'expression d'une opinion ou l'expression d'une émotion, le fameux ressenti, hein, dont il est très fréquemment question dans l'expression du point de vue. Mais la question de l'argumentation, qui nécessite un apprentissage et tout un empan de construction de justification, donc une question de rationalité et de justification, de preuves à déployer, c'est une question qui est peu posée. Hein. Donc, c'est pourquoi je vous propose hein, de circuler dans cet espace-là avec moi aujourd'hui en essayant de voir comment on peut faciliter l'accès à l'argumentation et peut-être par des biais auxquels vous n'auriez pas pensé, avec des moyens détournés, puisque je vais vous proposer de rentrer dans l'argumentation par l'image et par des images qui sont des images familières de tous les apprenants, qu'il s'agisse des apprenants de langue maternelle ou de langue étrangère, et quel que soit leur âge. Alors, la question de l'argumentation, c'est une question qui est d'abord très fortement liée à un héritage scolaire français. Hein, dans les exercices académiques du baccalauréat, pour prendre eux en ligne de mire, hein, disons ceux qui valident une formation généraliste, un parcours scolaire généraliste en France, en fait, il y a des exercices et des corpus qui croisent deux priorités. Hein. En fait, en ce qui concerne les exercices académiques, ils sont très fortement liés à l'objet argumentatif, qu'il s'agisse de l'étude littéraire, du commentaire composé. Donc, ce sont des exercices vraiment très codés, hein, qui ont à voir avec une tradition scolaire française. Et ces exercices codés mettent en œuvre une démarche argumentative. Le résumé peut-être moins, mais dès qu'on bascule du résumé à l'essai, on repasse dans l'argumentation, sans parler hein, de ce qu'est la dissertation littéraire. Alors, dissertation littéraire ou pas, hein, dans d'autres disciplines que le français, on rencontre également la dissertation ou la composition. Hein, c'est le nom qu'on donne également à cet exercice-là en France, qui sont des exercices très fortement argumentatifs. Donc, il y a une prépondérance hein, d'une tradition d'argumentation en France,
peut-être dérivé des Lumières, en tout cas on se plaît à le penser, hein. C'est dans cette continuité argumentative qu'on trouve aujourd'hui la question du débat d'idées qui anime pas mal d'instituts français à l'étranger. Quoi qu'il en soit, dans les programmes français, on peut considérer qu'il y a deux axes prioritaires pour l'enseignement de la langue et ou de la littérature, donc français langue maternelle. Le texte littéraire d'un côté, et quand je dis texte littéraire, je n'entends pas histoire littéraire, hein, vraiment connaissance du texte littéraire et analyse du texte littéraire dans une tradition, on va dire, héritée du structuralisme des années 70. Et puis d'autre part, la tradition et les compétences argumentatives, puisqu'il s'agit tant pour les élèves d'arriver à analyser des argumentations qu'à les produire, hein. Donc ces deux éléments sont les axes finalement de la culture scolaire française. Dans les programmes, je fais référence ici à un ouvrage d'Alain Boissineau qui est un petit peu ancien puisqu'il date de 99, mais la dynamique des programmes est restée la même, quoi qu'il en soit, même dans les programmes d'aujourd'hui, hein. Donc, cette double articulation, argumentation et littérature, est tout à fait spécifiée, hein. Donc, celles qui sont consacrées, dit Boislino, à l'argumentation sont des rubriques qui ont vocation, dans la construction effective des séquences d'enseignement, à se combiner avec celles qui portent sur les préoccupations littéraires. Donc, c'est à la fois un objet en soi, hein, l'argumentation, mais c'est aussi une méthodologie pour aborder le texte littéraire. C'est ce que dit Boissineau. On s'est rendu compte, et ce progressivement, que l'argumentation n'allait pas de soi, même pour des élèves de français langue maternelle. L'intégration de l'argumentation dans les programmes scolaires s'est fait de manière progressive. Donc, Boissineau l'évoque dans un article qui a 25 ans, mais pour remonter à une période qui n'est pas complètement antédiluvienne, c'est-à-dire lorsque moi j'étais élève, par exemple, hein, on va dire il y a une quarantaine d'années, hein, quand j'arrivais aux alentours du bac, en fait l'argumentation n'était pas construite comme objet. Précisément parce qu'on considérait que ça faisait partie de cette culture, de ce bain culturel dans lequel devaient finalement pouvoir se situer tous les élèves qui accédaient à l'enseignement secondaire et en particulier au lycée. Donc, progressivement, on s'est rendu compte que c'était de moins en moins vrai, ce qui a expliqué finalement cette intégration de l'argumentation en tant que méthodologie, hein, en tant qu'objet lui-même, dans les programmes scolaires. Cette question de l'argumentation se combine dans les programmes français avec une approche typologique. Autrement dit, quand on travaille sur des textes, on travaille en termes typologiques, qu'ils soient narratifs, et là vous allez retrouver les descripteurs, hein, du cadre européen et les différents types de supports qui sont proposés lors des certifications. Donc on travaille par approche typologique, le texte narratif, le texte descriptif, et ça vous reconnaissez les niveaux A du cadre, et puis un peu plus tard, le texte argumentatif, hein. Alors il y a aussi le texte informatif et ou explicatif, mais bon, on va laisser tomber cet élément-là qui nous intéresse moins aujourd'hui. Mais on voit comment se construit une progression qui est une progression typologique, hein. L'analyse littéraire qui se fait dans le cadre scolaire est également une analyse de type argumentatif. Ce qu'on appelle l'explication de texte, explication linéaire ou le commentaire composé, qui sont des exercices d'analyse des textes littéraires qui sont enseignés dans le secondaire français, sont des exercices où on demande aux élèves de proposer une interprétation, donc une lecture personnelle du texte, qui va être basée sur une série de justifications. On voit bien comment l'exercice en lui-même est un exercice argumentatif. Et puis enfin, dans les programmes, c'est également la littérature argumentative, donc la littérature d'idées, qui a toute sa place. Donc, dans les programmes français, cela arrive en termes de compétences et de connaissances, hein, à la fin de la troisième, donc à la fin du collège, globalement, les élèves doivent être en mesure de produire un positionnement, un point de vue, un jugement argumenté. Autrement dit, à partir de 14 ans,
et cela va s'amplifier pour la suite du parcours au lycée. À partir de 14 ans, les élèves sont en mesure, ou devraient être en mesure, ça me semble plus juste en termes de formulation, les élèves devraient être en mesure de produire une opinion, un point de vue, une interprétation sur un texte, et de justifier ce positionnement par une argumentation assez construite. Donc, ça fait partie des objectifs de fin de troisième. Si l'on passe du côté du FLE, il est intéressant de regarder les exercices qui sont proposés dans le cadre des certifications. Dès le niveau B1, en fait, pour l'exercice 2 de compréhension écrite, le texte de l'exercice 2, donc de la deuxième question, est un texte argumentatif. Donc, ça suppose que les élèves, les apprenants, aient été en contact avant même de rentrer, donc dès B1, ce qui veut dire vraiment très tôt, qu'ils aient été en contact avec des textes argumentatifs de manière assez précoce. Donc, pour B1, un exercice est un texte argumentatif. Alors, vous avez un autre exemple. J'ai utilisé les exemples de sujets de certification qui figurent sur le site de France Éducation Internationale. Donc, Laurence, excuse-moi, oui, je me permets de te couper parce qu'effectivement, un participant dit est-ce qu'il est possible d'agrandir la police? Bon, je vois que c'est des exemples. Est-ce que tu pourrais juste peut-être lire les titres des deux documents, alors, du documents document que je viens de choisis? donner, Oui. alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est Non, plus... c'était. Ouais, là, il y avait celui-ci, mais c'est surtout après, effectivement, quand tu Voilà. présentais les textes argumentatifs. Effectivement, Voilà, donc voilà, il s'agit en fait, alors je ne peux pas augmenter parce que je suis en plein écran et donc là je ne peux plus le faire, mais par contre, donc il s'agit aider les handicapés, donc c'est un texte argumentatif qui est aider les handicapés dans le monde du travail. Donc le sujet d'actualité, comme très souvent dans le cadre des certifications, et puis les éléments qui permettent d'intégrer, finalement, d'avoir un travail plus inclusif, un monde du travail plus inclusif, avec des mesures. Et donc le questionnement sur le texte correspond à la compréhension de ce texte argumentatif. Dans le deuxième texte que je cite en exemple, parler deux langues est-il un atout ou un handicap pour les enfants? Ici, on voit bien, par la question même que pose le titre, qu'il s'agit d'un positionnement, on va dire, de façon thèse-antithèse, assez dialectique ou dialogique, pour ne pas dire bêtement binaire, mais atouts et inconvénients du fait de parler deux langues. Donc là aussi, on est sur un positionnement et puis sur un argumentaire déployé. Et je suis toujours sur du B1. Sur le B2, alors l'exercice 2, il s'agit toujours de comprendre un texte argumentatif. Et ce texte argumentatif, en fait, est un peu plus complexe et un peu plus développé que dans le cadre du B1. Donc on voit bien que la typologie de texte n'a pas bougé dans la progression des certifications. Ce qui a bougé, c'est la complexité du texte, donc la longueur et la complexité du texte proposé à l'étude qui est modifiée. Les nouveaux pairs ne sont pas des gens fabuleux, entre guillemets, donc c'est sur le nouveau modèle de paternité et la façon dont se situent les nouveaux pairs dans la société actuelle. Autre exemple, la production écrite pour B1. Après avoir questionné un texte argumentatif et s'être préoccupé de sa compréhension, la production écrite pour B1, c'est une production autonome d'un texte argumentatif. À votre avis, comment est-il possible de réduire la pollution dans les grandes métropoles? Vous exposerez vos arguments de manière détaillée et cohérente en citant des exemples précis. On voit déjà que pour B1, alors évidemment, c'est peu de mots, c'est 160 à 180 mots, on attend déjà un positionnement et puis des arguments et des exemples. Donc là, on est vraiment sur la construction d'un argumentaire. Même chose ici sur un autre sujet où on vous demande de donner une opinion en donnant des exemples d'expériences diverses. C'est une réponse à un mail. Alors, je me permets d'ajouter qu'ici, en plus de l'argumentaire et de la construction d'argumentation, il faut aussi s'inscrire dans un genre qui est le genre épistolaire, même s'il s'agit d'un mail, c'est une forme contemporaine de l'épistolaire, donc à la fois la communication par lettres et la production de textes argumentatifs, ce qui combine la difficulté.
Pour B2, la production écrite, en fait, ce qui change, c'est comme pour le texte que vous avez vu tout à l'heure, l'évolution entre B1 et B2, c'est la complexité du sujet et la longueur de l'exercice qui est modifiée puisqu'on attend ici un argumentaire développé et puis quelque chose d'aussi un peu plus formel en termes d'énoncé, puisque vous devez écrire à un maire. Le maire de votre ville a décidé d'ouvrir certaines des rues de cette zone à la circulation des autobus pendant la journée. En tant que représentant de votre immeuble, vous écrivez une lettre au maire, pardon, excusez-moi, ça a glissé, pour contester cette décision en justifiant votre point de vue. Donc, justifier son point de vue, c'est précisément construire un texte argumentatif. Donc, j'en suis à B2. Allez, pour le plaisir, passons sur C1. Alors, C1 nécessite... Florence, Oui, pardon, je te coupe un peu brutalement, mais juste avant que tu pas de passes au problème. C1, vu que c'était dans les termes que tu viens d'employer, il y a une question de Nicole par rapport à ça. Tu peux redire, repréciser la différence entre une opinion justifiée B1 et une opinion argumentée B2? C'est pas moi qui fais la différence, les exercices des certifications. Il n'y en a pas vraiment, sur le fond, il n'y en a pas. Je pense que ce qui est attendu en termes différentiels, c'est la longueur et la complexité de l'argumentaire produit. Une opinion argumentée, c'est une opinion justifiée, mais qui peut être justifiée à minima, avec des illustrations. Je pense que c'est ce qu'on attend pour B1. D'autant plus que ici, vous voyez, c'est une réponse à très vite, Louisa, tu en penses quoi? Donc, c'est de trucs informels. Là aussi, il s'agit d'une présentation pour B1, une présentation qui n'est pas adressée. À votre avis, comment est-il possible de réduire la pollution? On peut réduire de telle manière et telle manière. Donc, c'est un texte qui ne nécessite pas de haut degré de formalisation. Pour B2, ici, l'adresse même, donc là aussi, c'est vous écrivez une lettre, maîtrise de l'épistolaire et d'un épistolaire dans un cadre plus officiel, puisqu'il s'agit d'écrire à l'édile de la ville. Une opposition à une décision du maire, donc qui nécessite un argumentaire plus développé et plus long, puisque on est passé de 180 mots à 250 mots. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question de Nicole? Bah oui, merci, c'était très clair. Enfin, Parfait. on peut le dire, Euh, merci. voilà. En ce qui concerne C1, alors C1, je l'ai gardé parce qu'en fait, il propose un nouvel exercice, un exercice également argumentatif. En fait, le premier exercice, c'est la synthèse de documents. Ça, c'est très compliqué à faire. Je ne suis pas sûre que vous prenez un natif dans la rue et vous lui demandez de faire une synthèse de documents. Je ne suis pas sûre qu'il y arrive parce que ça nécessite des compétences méthodologiques que tout le monde n'a pas. Donc, la synthèse des documents proposés, en fait, ce sont des documents argumentatifs qui sont proposés. Donc là aussi, ça demande de la compréhension de texte argumentatif et de la capacité aussi de concision, de repérer l'idée essentielle, donc la thèse, et les arguments principaux de chaque texte. Enfin, la production écrite, et là, on est sur un essai argumenté, c'est le titre qui est proposé. Lettre ouverte au ministre de l'Éducation. Donc là encore, le degré d'officialité en fait de l'exercice est encore accru, puisqu'on demande d'écrire une lettre ouverte au ministre de l'Éducation. Donc lettre ouverte, ça veut dire une lettre qui va être lue par d'autres que le ministre de l'Éducation, tout en étant, enfin c'est J'accuse de Zola, pour présenter votre point de vue sur cette question de manière argumentée. Et on vous donne des pistes pour construire votre argumentaire. Entre B1 et C1, indépendamment du fait qu'il y a un exercice qui est ajouté, qui est la synthèse de documents, ce qui change, c'est la complexité et la difficulté du sujet traité et de l'argumentaire à développer. On le voit, alors pour la production orale, entretien dirigé ou pour B1 ou exercice en interaction, chaque fois, vous avez l'expression d'un point de vue. En fait, il s'agit de réagir à la parole de l'autre, ce qui suppose une capacité d'interaction, mais une capacité aussi d'argumentaire pour abonder dans le sens de ou de contre-argumentaire. Et puis, vous avez également l'expression d'un point de vue. Donc, là aussi.
Donc cette prégnance argumentative, quand même, elle est indéniable et on est bien obligé de faire avec. Alors on pourrait aussi considérer que on peut avoir des compétences linguistiques qui ne sont pas des compétences argumentatives, et ça n'empêche pas de bien parler. Mais en tout cas, les certifications sont conçues de cette manière-là jusqu'à présent. Alors, et l'enseignement même en France est conçu de cette manière-là jusqu'à présent. On considère que ça fait partie de la forma mentis française que d'intégrer une capacité argumentative. C'est ce qui fait de nous des Gaulois réfractaires, paraît-il. Voilà. Ce qui nécessite de la part de l'enseignant une grande maîtrise de beaucoup de choses. D'abord, pour être susceptible d'enseigner l'argumentation, il faut avoir une claire conscience de ce qu'est l'argumentation et de comment se compose l'argumentation. Autrement dit, l'enseignant doit être formé. La grammaire ne suffit pas, la maîtrise de la langue ne suffit pas. Il faut rentrer dans les outils d'analyse du discours qui permettent de dépioter et de décortiquer des argumentations. Et puis, évidemment aussi, la question de la linguistique de l'énonciation, puisque le positionnement énonciatif, c'est la chose qui est la plus importante avant même de commencer à argumenter. Quand je commence, moi, à enseigner l'argumentation à mes étudiants, la première chose que je leur dis, c'est vous vous situez où? D'où vous parlez? L'ancrage énonciatif de tout texte argumentatif est fondamental pour que ensuite l'argumentaire puisse se déployer et déployer son efficacité. Puisque la question de l'argumentation n'est pas une question de vrai ou de faux, la question de l'argumentation est une question d'efficacité ou de non-efficacité. Je vais y revenir. Donc, première chose, du côté des enseignants, ça demande une formation aux outils de l'analyse du discours et à l'argumentation de manière plus large. Évidemment, ça demande aussi une réflexion sur le fait que cet objet, argumentation, n'est pas culturellement acquis pour l'élève, l'apprenant, en particulier quand il est dans une sphère géographique et culturelle différente. Alors, j'ai tendance à penser que désormais, pour le français natif, ce n'est pas acquis non plus. La capacité à argumenter, c'est un truc qui s'acquiert. Mais il y a des pays où la compétence argumentative n'est pas quelque chose qui est un prérequis, n'est même pas une compétence visée par le parcours scolaire. Il y a beaucoup de cultures où on considère que, en fait, l'élève, il doit d'abord assimiler toute une série de connaissances et être capable d'en faire un exposé clair avant de se mettre à argumenter. Je ne suis pas sûre, pour citer un exemple un peu rapide, et j'ai vu qu'il y avait des collègues connectés depuis l'Italie, je ne suis pas sûre que le thème soit un exercice argumentatif. Le thème, c'est un exercice expositif, ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc, à partir du moment où on a de l'argumentation à enseigner, il faut avoir une claire conscience que ce n'est pas, ils n'ont même pas forcément, alors soit ils ont des représentations erronées, soit ils n'ont pas de représentation du tout de l'objet. Enfin, dernier point qui me semble important, distinguer ce qui relève du méthodologique et ce qui relève du linguistique. Autrement dit, il y a des moments où, pour faire comprendre des choses qui sont de l'ordre de l'essence même de l'exercice, il faut repasser par la langue maternelle, parce que sinon, on va perdre un temps infini sur ce qu'on essaie de transmettre, et en plus, il n'est pas dit que l'on y arrive. Parfois, la compétence linguistique bloque l'acquis méthodologique, ou l'absence ou le déficit de compétence linguistique bloque l'acquis méthodologique. Pour ces raisons-là, il y a des moments où il faut switcher. Alors, soit on re-switch sur la langue maternelle quand c'est possible, soit on switch sur un dispositif de médiation. Ça peut être une langue tierce, ça peut être autre chose que la langue, et je vais y venir. Alors, j'en profite pour vous donner quelques petites références bibliographiques qui me semblent utiles pour aborder l'objet argumentatif. Je ne saurais trop vous recommander l'ouvrage de Jean-Michel Adam qui s'appelle Les textes types et prototypes, qui analyse toutes les typologies textuelles.
En fait, Jean-Michel Adam, et c'est comme ça qu'on fonctionne aussi hein, avec nos apprenants, Jean-Michel Adam considère qu'il existe des patrons narratifs, des patrons argumentatifs, des patrons descriptifs, et que apprendre une langue, c'est s'inscrire dans ce patron. Autrement dit, être capable de construire un discours qui soit conforme à ce qu'est une description en français, à ce qu'est une argumentation en français. Et donc, il analyse ces différents prototypes, ce qu'il appelle des séquences prototypiques, dans un ouvrage qui est un ouvrage à destination des étudiants. Moi, je donne fréquemment en termes de références biblio à mes étudiants. Et c'est un texte, enfin un ouvrage qui est une mine parce qu'il a aussi toute une série d'exemples commentés. Donc, il peut vous servir aussi de source pour des corpus. Hein. Et puis, un grand classique sur la question de l'énonciation, l'ouvrage de Catherine Kerbrat-Torrichioni. Dominique Magnaud, Discours et analyse du discours, hein, pour la présentation de l'analyse du discours. Et puis, ma collègue Mariella, ma collègue de Bordeaux, avec laquelle je travaille en didactique des DNL. En fait, elle travaille sur la question de la compétence discursive, puisque son idée, c'est que pour enseigner une DNL en langue étrangère, il faut rendre l'apprenant capable de produire un discours conforme à un discours disciplinaire, à une typologie de discours disciplinaire en langue étrangère. C'est un peu ce que j'essaie de dire également dans le cadre de mon travail sur l'argumentation. Donc, je vous renvoie aussi à un de ces articles que vous trouvez sans aucun problème en ligne. Voilà. Méthodologiquement, comment on s'y prend? Bien évidemment, on démarre par la fin. C'est-à-dire que vous allez devoir vous demander jusqu'où vous comptez amener vos apprenants dans leur maîtrise de l'argumentation. Est-ce qu'il s'agit simplement de les amener jusqu'à B1? Est-ce que vous les amenez à B2? Est-ce que vous les amenez à C1? Donc, et si vous les amenez à B1, est-ce que vous les amenez sur de la production autonome ou sur de la compréhension? Il y a une première étape. Hein. Donc, on part de là où on veut arriver. C'est ce qui vous permet de serrer toutes les compétences et les connaissances nécessaires à la réalisation des exercices demandés. Autrement dit, on part de l'exercice canonique auquel on veut arriver et on le décompose. C'est ce qui permet de penser une progressivité de l'enseignement-apprentissage, du plus simple au plus compliqué, bien sûr, mais de la tâche micro à la macro-tâche qui devra être réalisée à la fin. Bien évidemment, c'est en fonction du nombre d'heures que vous avez à votre disposition, du nombre, de la fréquence et du rythme auquel vous voyez vos apprenants que cette progressivité de l'enseignement-apprentissage peut être pensée. Alors, bien évidemment, hein, votre progression se fondera sur vos objectifs, sur le temps que vous avez à votre disposition et enfin, sur ce que les élèves, les apprenants, savent déjà faire dans leur langue maternelle. Parce que parfois, il est économique de s'appuyer sur ce qu'ils savent faire, sur des exercices, par exemple le résumé, hein, qui est une première étape dans le travail sur l'argumentation, qu'ils savent peut-être déjà faire en langue maternelle pour transférer ça dans la langue étrangère. Puisque vos élèves ne sont pas 100% en français dans leur vie, de manière quotidienne. Ils ont une autre langue qui est leur langue maternelle, parfois plusieurs, hein, et une autre culture, parfois plusieurs. Donc, à l'intérieur même de leur individu, hein, il se produit un brassage culturel et interculturel dont il est judicieux de tirer parti. Alors, je vous propose très rapidement, hein, ça c'était un référentiel de compétences qu'on avait construit il y a quelques temps lorsque j'avais fait une formation à l'argumentation, il me semble que c'était en Espagne, donc ça doit avoir 3 ans. Hein, en fonction de l'exercice auquel on veut aboutir hein, et des étapes nécessaires pour faire les différents exercices, on avait serré hein, toute une série de compétences, connaissances par lesquelles il était nécessaire de passer. Bien évidemment, en fonction de l'exercice argumentatif que vous ciblez, il y a des connaissances, compétences qui vont être communes et d'autres qui vont être spécifiques. Hein. Là, c'est plutôt pour vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire. En fait, on part
de la fin. Hein. Donc là, c'est le texte qu'on demande, le résumé. Là, c'est l'aboutissement. Le résumé, il doit avoir cette forme-là. Donc, il faut qu'il ait telle et telle consigne. Mais pour arriver là, j'ai besoin de passer par des étapes précédentes. Même chose pour la synthèse de doc, que je vous ai proposé tout à l'heure et qui figurait sur le DALF C1, qui est un exercice du DALF C1, pour faire une synthèse de document. Eh bien, vous voyez que j'ai listé toute une série d'étapes par lesquelles il faut passer préalablement avant de se lancer dans la synthèse de document. Même chose pour la dissertation. Donc là, je ne reviens pas sur le détail, mais c'est une procédure par laquelle il faut passer. Du côté de l'élève, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que sa progressivité d'enseignement-apprentissage passera par 3, voire 4 phases. Première phase, c'est la phase d'exposition. Alors là, je pille ma collègue Mariella Causa, dont c'est le credo absolu, mais je pense que tout enseignant se reconnaîtra dans ces phases-là. L'idée, c'est de les rendre plus conscientes, y compris pour les élèves. Ce n'est pas pour nous, c'est pour les élèves, pour qu'ils aient conscience des phases par lesquelles ils sont en train de passer. Donc d'abord, on expose. Si on veut les faire travailler sur l'argumentation, il faut qu'ils aient une représentation de ce qu'est l'argumentation. Donc, on leur propose des textes argumentatifs et pas que. Je vais y revenir dans la fin de ma présentation qui est en train de s'acheminer. Deuxième étape, donc variété de textes argumentatifs et puis approche contrastive. Quand vous avez la possibilité de le faire, faites-le. C'est-à-dire que je trouve qu'il est toujours intéressant et fructueux de voir comment on argumente en français et comment on argumente en espagnol, comment on argumente en français et comment on argumente en anglais, comment on argumente en français et comment on argumente en chinois. Je n'ai moi-même guère de représentation de ce que peut être une argumentation en chinois. Donc, c'est toujours intéressant, quand c'est possible, de fonctionner de manière contrastive et d'essayer, c'est un peu le principe de la grammaire contrastive aussi, d'essayer de voir ce qui est différent, mais ce qui est semblable. Du coup, si c'est semblable et déjà acquis en langue maternelle, on n'a plus besoin de s'en préoccuper dans la langue étrangère. Après, c'est juste des éléments linguistiques. Le repérage, bien évidemment, on identifie les invariants du discours. Quand on travaille sur une argumentation, il y a des étapes qui restent absolument constantes. L'opinion de la thèse, la construction avec différents arguments ou contre-arguments, l'illustration par les exemples, etc., etc. La construction en thèse-antithèse ou la construction de façon dialogique en question-réponse, ça peut être aussi une autre structuration. Donc, les invariants du discours dans les différents objets analysés et puis les singularités propres à chaque support que vous analysez. Enfin, étape 3, on commence par imiter avant d'arriver à l'étape 4, qui est la production autonome. On écrit une argumentation à l'identique d'un plan qu'on aurait, d'une structure qu'on a déjà analysée dans un texte, et ensuite, on est plus à même de produire de manière autonome des argumentations. Florence, est-ce que Oui, je te coupe. vas-y. Deux questions pour qui reviennent un peu sur ce que tu disais avant, quand tu présentais notamment la bibliographie. Et est-ce que, parce que c'est une question qu'on a depuis le départ, est-ce que le diaporama pourra être partagé à la fin du webinaire? Et puis, en tout cas, sinon, c'est sûr qu'il y aura le replay et on pourra vous envoyer la Référence. bibliographie, dans tous les cas, les références. Voilà. Oui. Les références sans problème. Le diaporama, alors, il est lourd, donc il y a des choses qui ne vont pas passer, mais les éléments essentiels, oui, la structure et les éléments principaux, bien sûr, je pourrais les communiquer. Et quand tu parlais justement du C1, alors je sais pas, c'est Morgane qui revenait sur l'exercice de la synthèse et qui demandait s'il y avait un ouvrage de préparation que tu pouvais recommander. Je sais pas si tu en as un en tête, Alors, sinon j'en ai pas en tête, mais je me demande si pour la synthèse de documents, alors l'ouvrage qu'a écrit Bruno Maigre et Mariella Causa sur les écrits de niveau C, qui remonte à quelques années,
Donc, j'ai plus les références en tête, mais je pourrais les retrouver. Et puis, il me semble, en fait, comme la synthèse de documents, c'est un exercice qui est, alors, ça dépend où sont les collègues qui posent la question, où est la collègue qui pose la question. Euh, le, le- à défaut d'avoir forcément un ouvrage de FLE qui pourrait être efficace, en fait, il faut aller chercher dans les annales des exercices des épreuves de BTS. Parce que la synthèse de doc, c'est un exercice qu'on fait dans le cadre des BTS en France. Hein. Donc là, il y a toute une armada méthodologique qui pourrait être mobilisée. Et après transférée, bien sûr, adaptée. Hein. Mais en termes de progression méthodologique, il n'y a pas grand-chose qui change. Mais je peux regarder plus près, en particulier la référence de l'ouvrage de Bruno et de Mariella Causa, qui est spécifiquement fait pour le FLE, mais j'ai plus les références en tête. D'accord, bah, c'est très bien et la collègue, en l'occurrence répond, elle est en Allemagne et donc on pourra effectivement ajouter peut-être à la bibliographie la référence de l'ouvrage dont tu parles et puis, redonner cet exemple-là des préparations, au BTS. Il y a aussi des collègues dans le chat qui donnent des indications, donc on pourra aussi les lister, pour vous envoyer tout ça par mail. Et alors, une question par rapport au dernier point que tu étais en train de traiter sur le côté de l'élève, d'Hugo, sur la méthode, l'approche contrastive. Comment faut-il la mener? Proposer des textes similaires dans les deux langues? Faut-il le faire avec les apprenants? Alors, je vais vous proposer un support iconographique qui résout pas mal de difficultés. Et effectivement, j'ai tendance à le faire de manière contrastive. Alors, des textes similaires, des textes, on va dire, comparables, au sens où ils traiteraient le même sujet, je sais pas, un sujet d'actualité, dans un article de presse français et un article de presse du pays, à condition évidemment que l'actualité soit en phase dans ces deux pays-là. Hein. Je ne sais pas où est le collègue qui pose la question. Alors, on ne sait pas encore, mais il a complété, il demande aussi si on ne peut pas demander aux apprenants de produire un discours argumentatif dans leur langue maternelle en cours pour les analyser. Bien sûr que si, mais la question c'est en fait quelle représentation ils ont de l'objet. Je veux dire, à un moment donné, ils vont produire des exercices, des textes argumentatifs sur un sujet. Et une fois qu'ils les auront produits, on va les analyser. Mais, ou alors, on peut leur demander de produire quelque chose en partant de scratch, hein, comme on dit, c'est-à-dire en partant de rien, et voir à partir de cette production inaugurale quelle représentation ils se font de l'objet. Ça peut être aussi un point de départ. Oui. En fait, c'est des trucs qui peuvent être mobilisés à plusieurs moments de l'enseignement-apprentissage, sachant hein, qu'il est toujours facile, plus facile, de maîtriser la langue de l'apprenant. Mais parfois, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si vous avez une classe avec un public hétérogène, un japonais, un chinois, un américain, un roumain, un italien, un espagnol, la langue de l'apprenant, ça va être un peu compliqué. Donc, il va falloir trouver d'autres modalités pour cette approche contrastive. Mais une approche contrastive iconique ou iconographique peut fonctionner. Voilà, j'y viens. Donc, l'idée, c'est, et je suis trop longue, l'idée, c'est que la phase d'exposition est une phase qui ne doit pas être squeezée, qui ne doit pas être évitée, parce que c'est celle qui permet de construire une représentation juste de l'objet qu'on va travailler. L'idée étant de ne pas complexifier à outrance. Autrement dit, moi je dis qu'il faut simplifier. Quand on construit un objet argumentatif, l'argumentation, évidemment, c'est à terme émettre un point de vue nuancé qui va être fondé. Mais avant d'émettre un point de vue nuancé, on émet un point de vue. C'est-à-dire, on peut réduire toute argumentation en pour ou contre quelque chose. Eh bien, pour commencer, on fait ça. Hein, donc, on simplifie l'objet, on ne redouble pas les difficultés méthodologiques de difficultés linguistiques, on n'essaie pas de faire tout en même temps. Donc, quand on se préoccupe de construire une représentation de l'objet, on ne se préoccupe que de ça.
Et puis, on ne nie pas les difficultés qu'il peut y avoir pour certains apprenants à construire même une représentation de l'objet argumentatif si cet objet n'est pas dans leur culture d'origine. Donc, ça va demander plus de temps, ils vont avoir plus de difficultés et il va falloir trouver des stratégies de contournement. Et puis, privilégier parfois la méthode, parfois la langue, mais en tout cas pas au début, pas les deux en même temps. Voilà ce que je vous propose et qui peut sembler peut-être incongru pour un travail sur de l'argumentation. Je considère que la publicité est un énoncé argumentatif, puisqu'il s'agit de convaincre l'acheteur que le produit vanté est meilleur que le produit d'à côté. Donc, je place au début de mon travail sur l'argumentation un objet que tous connaissent, puisqu'il y a des publicités dans tous les pays, sauf erreur de ma part. Alors, j'ai choisi un objet du quotidien qui est le dentifrice, et j'ai choisi des pubs. Alors là, pour l'instant, je suis sur du franco-français. Simplement du franco-français à deux époques différentes. Alors, je ne vais pas vous faire une analyse des supports qui irait bien au-delà de ma présentation, mais globalement, vous voyez bien que les stratégies à l'œuvre dans la première pub d'Oral-B et la pub de Sensodine, ce n'est pas les mêmes. Vous avez d'un côté quelque chose qui est de l'ordre de la séduction avec Julia Roberts, et puis de l'autre côté, un discours scientifique sérieux avec la plaque du dentiste, le petit miroir, etc. Donc, j'y reviens pas. Donc, je prends des objets qui sont des objets dont les apprenants sont familiers, qui contiennent peu de texte et qui me permettent de passer par d'autres éléments qu'un texte argumentatif compliqué, parce que les textes argumentatifs, ils sont toujours compliqués. Donc, ça me permet de contourner l'obstacle du texte en passant par l'image. Alors là, je suis en France. Je l'ai utilisé avec mes étudiants, c'est-à-dire que je fais de la formation d'enseignants du secondaire aussi. Donc avec mes nouveaux stagiaires, futurs profs de français ou profs de français débutants, français FLM. Évidemment, ils sont jeunes, donc ils ont eu certains un peu de mal à identifier. C'est là qu'on sent qu'on a pris un coup de vieux terrible. Donc même Julia Roberts ne fonctionnait pas bien, et en tout cas Pretty Woman, il ne l'avait pas identifié, puisque c'est une photo de Pretty Woman. Voilà. Donc là aussi, trouver un support qui corresponde bien aux apprenants que vous avez. Contexte français. Alors là aussi, contexte français toujours, mais contexte français des années 80. On voit bien que la stratégie publicitaire est une stratégie tout à fait différente, puisqu'on n'est plus c'est plus le même public qui est ciblé, c'est un public d'il y a 45 ans. Donc la stratégie mise en œuvre est une stratégie complètement différente. Mais si je remonte encore dans le temps, donc ça c'est années 60, j'ai encore une autre stratégie. Donc j'essaie chaque fois de montrer combien le contexte d'émergence de l'argumentation infléchit l'efficacité de l'argumentaire qui va être construit. En fait, l'argumentation, et ça c'est fondamental à comprendre, c'est un texte adressé, c'est un texte qui vise à influencer le destinataire. Donc ce texte, cet énoncé de manière large, doit prendre en compte la situation commune et de celui qui parle, celui qui produit la pub, et de celui qui va la recevoir. Je change de contexte. Ici, j'ai une pub italienne. Donc, quelle est la stratégie mise en œuvre que je peux, c'est là mon approche contrastive, il y a peu de texte, il y a des éléments visuels qui sont quand même assez simples et assez évidents à analyser. Je change de contexte, je passe en Espagne. On voit que là, il y a quelque chose qui correspond un peu à l'oral-B français qu'on a vu tout à l'heure. Je change encore. Je suis je suis en Angleterre. Donc, j'ai essayé de trouver chaque fois un objet qui correspondait à ce que j'essayais d'analyser avec mes apprenants en proposant des objets français, donc des énoncés ou des affiches argumentatives,
Et puis le contexte originaire de l'apprenant pour essayer de mesurer ce qui change ou ce qui ne change pas entre une argumentation et l'autre. Donc, alors après, en fonction des réactions des apprenants, on peut complexifier l'objet iconographique proposé. Je vous propose cette publicité-là qui fut en son temps fort célèbre et parce que le photographe qui est à l'origine de la campagne de pub, qui était Oliviero Toscani, vient de mourir il n'y a pas très longtemps. Donc ça m'y a refait penser. Donc il y a eu toute une série de campagnes de pub Benetton avec, là aussi, vous voyez bien que la stratégie est quand même beaucoup plus compliquée, hein, avec simplement le logo de la marque et on ne sait même plus ce qui est vendu. En fait, on vend la marque, hein, donc c'est assez intéressant. Et puis, autre campagne de pub d'Oliviero Toscani, avec des images de mafia, hein, ça c'était dans les années 2000 où il avait fait des affiches sur des sujets d'actualité. Vous avez eu un mourant du sida dans son lit entouré de sa famille. Vous avez eu des prisonniers américains dans le couloir de la mort. Vous avez ces images qui sont liées à des meurtres de mafia manifestement en Sicile, hein. Donc, rien ne vous interdit de complexifier l'objet. Mais vous voyez bien que là, les éléments linguistiques sont minimaux et permettent toutefois de rentrer en contact avec l'intention argumentative qu'il y a derrière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on essaie de me vendre? Donc là, c'est des phases de construction d'une représentation de l'objet. Alors, déconstruire ce que peut-être il pensait maîtriser et reconstruire une présentation autre de l'objet. Pour terminer, je voudrais vous proposer un autre objet argumentatif qui est, à mon avis, assez efficace. Alors, je vous prie d'excuser par avance le fait qu'il n'y aura pas de son parce qu'on a eu un petit souci technique, mais vous allez avoir des sous-titres et des intertitres. En fait, vous allez voir une bande-annonce. C'est une bande-annonce qui date des années 60. Donc, aujourd'hui, les bandes-annonces, on ne les fait plus du tout comme ça. Mais ça aussi, c'est intéressant. Et là, c'est comment dire, elle est superbement argumentative. Donc, la méthodologie qu'elle déploie ou la construction d'argumentaire qu'elle déploie, cette bande-annonce est suffisamment intéressante pour être analysée. Alors, il vous manquera la musique, mais c'est un support que vous pouvez trouver sans aucun problème sur YouTube. C'est d'ailleurs là que je l'ai repiqué et je vous la diffuse. Voici, à nouveau réunie par les producteurs de Jeux interdits, l'équipe des techniciens qui réalisa ce film prestigieux. Sous la direction de René Clément, scénariste, opérateur, décorateur de Jeux interdits, viennent de participer à la production d'une des œuvres importantes du cinéma français, Gervaise, qui fait revivre à l'écran le monde si vivant, si truculent, si pittoresque, qu'Émile Zola décrivit dans un roman qui devait faire scandale lorsqu'il parut. Gervaise. Il n'y avait qu'une voix pour lui reconnaître de grands yeux. Une bouche pas plus longue que ça, avec des dents très blanches. Elle aurait pu se mettre parmi les plus belles. Son mari, M. Coupeau. C'était la première fois qu'il prenait une pareille cuite. Il restait rigolo d'ailleurs. Des traits un peu tirés, mais toujours bon enfant. Virginie. Ses yeux de chat s'éclairèrent un instant d'étincelles jaunes, et elle regarda avec un sourire mince. Lantier. C'était un garçon très beau, d'une jolie figure, avec de minces moustaches. Les Lorilleux. Il passait pour gagner jusqu'à 10 francs par jour, et il tirait de là une véritable autorité. Mais il n'y a pas à se fâcher. Madame peut montrer ses semelles comme tout le monde. Bouchet. C'était un colosse superbe. À l'atelier, ses camarades l'appelaient la gueule d'or, à cause de sa belle barbe jaune. Madame Bosch. Elle aurait vécu de ça.
Elle avait de grands yeux d'enfant vicieuse, allumés d'une curiosité sensuelle. Gervaise. L'histoire d'une petite blanchisseuse du quartier de la Goutte d'Or, courageuse devant la vie, mais faible devant le plaisir et devant l'amour. Ouvrez les principaux épisodes du roman célèbre dans Gervaise. Non, mais si alors c'est que les hommes sont... Ça, c'est à peine. Les Corses. On est né à côté, il y a des tableaux de peinture. Et toi, tu peux parler avec ce qui se passe ici. Tout le monde le sait. Donc, la thèse, un très grand film de René Clément, arrive à la fin, mais toute la construction de la bande-annonce est faite pour porter à cette assertion-là, donc à cette thèse-là, à ce point de vue-là. Et donc, ce support peut être utilisé de différentes façons, avec sans le son, avec sous-titres, sans sous-titres, et pour des niveaux les plus bas, c'est-à-dire du B1, vous pouvez carrément couper le son et les sous-titres et n'utiliser que les intertitres, qui sont quand même assez lisibles et qui permettent de dégager une trame argumentative sur le propos. Donc l'idée, c'est bien de simplifier et avant de rentrer en fait dans les textes argumentatifs, analyse de texte, résumé de texte argumentatif, production de texte argumentatif, véritablement de construire une représentation de l'objet qui facilite ensuite, parce que ils vont toujours vous dire, oui, mais là, je ne vois pas la différence entre l'argument et les exemples. Oui, mais entre la thèse et l'argument. En fait, il n'y a pas de différence de nature entre une thèse et un argument. Ça dépend de la façon dont c'est jointé. Mais donc, pour essayer de supprimer un certain nombre de difficultés, en fait, l'idée, c'est de construire une représentation de l'objet qui soit la plus stable possible et en passant par des supports qui seraient des supports autres que des supports textuels. Et je vous remercie de votre attention. Voilà, j'ai été un peu longue. Non, merci beaucoup Florence. Je complète avec certaines questions, j'en profite. Donc, Hugo et la question que je t'avais posée sur comment enseigner l'approche contrastive, bon, est de Chine, et je pense qu'il a eu une partie des réponses dans cette présentation des objets argumentatifs que tu viens de faire. On a eu aussi une question de Mohamed, et je pense aussi que tu as en partie répondu. Pourriez-vous approfondir davantage la question du rapport entre l'argumentation et l'interculturalité en classe de langue? Comment l'enseignement des stratégies et des outils d'argumentation peut-il favoriser l'altérité en classe de langue? Ah De toute façon, ces histoires d'interculturalité, c'est toujours très compliqué, dans la mesure où, en fait, il y a toujours l'idée que c'est une compétence qu'il faut développer, mais sur le comment, en fait, l'idée, c'est plutôt l'ouverture finalement à une altérité de point de vue, donc là, et puis à une altérité de représentation. Le fait que beaucoup de cultures ne fonctionnent pas avec du débat d'idées ou de la construction d'objets argumentatifs, en tout cas dans un premier niveau scolaire, ça ne signifie pas que les gens ne pensent pas.
hein. En France, on a tendance toujours à penser que c'est l'alpha et l'oméga de la pensée ou de la pensée des Lumières, que de jouter, hein, la joute verbale, l'argumentaire et le contre-argumentaire. En fait, il y a d'autres manières de se positionner dans le monde que de se positionner de manière polémique, parce que souvent l'argumentation, c'est polémique. Voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire se rencontrer, en fait, hein, des manières de penser, en essayant de mesurer ce qui relève du propre, hein, c'est-à-dire moi, je construis cet objet-là parce que dans ma culture, c'est comme ça que la stratégie de pub est construite, par exemple, hein, mais, et sinon, dans la culture d'en face, on s'y prend d'une autre manière. Donc, ça me semble accueillir, hein, l'interculturel. Mais c'est toujours très compliqué à consolider, en tout cas. Merci. Et il y a aussi d'Indonésie une participante qui demande, alors peut-être pareil que tu as répondu en partie à la question, comment inciter les élèves à puiser plein d'idées pour présenter leurs arguments et développer leurs arguments? Alors, j'ai tendance à obliger les apprenants à soutenir, les obliger à soutenir un point de vue qui n'est pas le leur, pour commencer. Parce qu'en fait, quand on a une conviction, souvent c'est une conviction qu'on a intégrée. C'est souvent une conviction qu'on a intégrée. Pardon, je lis le chat en même temps, excusez-moi. Et il y a des gens qui m'ont suivi en formation déjà, hein, qui sont encore là. Ça fait plaisir de retrouver des gens après un certain nombre d'années. Donc, quand on a intégré un point de vue ou une opinion, on a souvent du mal, précisément parce qu'elle est acquise et qu'on l'a intégrée depuis un certain temps, on a du mal à trouver des arguments pour soutenir ce point de vue-là. Donc, en général, on est toujours plus à l'aise pour trouver des arguments qui sont les arguments de l'autre côté. Donc, l'idée, c'est de passer par ce biais-là d'abord, et ensuite de les lister, hein, pour sélectionner ceux qui vont être le plus pertinents. Alors, ceux qui vont être le plus pertinents, c'est toujours en fonction de l'interlocuteur, selon à qui on destine finalement le texte argumentatif, hein, dans quel dispositif énonciatif il est imbriqué. Et, et ensuite, la question de les exemples qu'on va pouvoir associer à chaque argument, hein. Donc, en faisant des listes et en passant par le point de vue qui n'est pas le point de vue sien, hein, voilà. Ben, merci beaucoup, Florence. Alors attends, je vois peut-être une dernière question. Étant libanaise et ayant des élèves libanais, est-ce qu'on peut partir de joutes poétiques qui font partie du folklore, qui sont purement argumentatifs pour arriver à notre objectif? Bah, oui, alors je connais pas ça, mais oui, effectivement, ça me semble absolument, ça me semble tout à fait judicieux. En particulier, quand il y a une compétence argumentative qui est déjà consolidée dans la culture originaire, autant enfin, s'appuyer dessus. Ce sera toujours ça de gagner, hein, parce qu'après, il va y avoir des soucis de composition, de structuration. On est très arrêté sur nos paragraphes français, etc. Donc, il va y avoir suffisamment de choses dont il va falloir se préoccuper par la suite pour, si on a un objet qui ressemble dans la culture de départ, mais oui, on s'appuie dessus, absolument, hein. Bah, merci beaucoup. Toute manière, on a donc pour ce webinaire, je vois qu'il y a encore des petites questions qui arrivent, mais on est arrivé à l'heure de fin de cette présentation. Et donc on va de toute manière, vous allez recevoir le replay du webinaire. Vous allez aussi avec Florence, on va vous bien établir cette bibliographie et puis aussi prendre les références d'ouvrages qui ont été données dans le chat par les uns et les autres. Et voilà. Et certains ont posé des questions pour l'attestation. Vous écrivez à Belk France, mais dans tous les cas, vous recevrez aussi un mail confirmant la participation au webinaire de manière automatique. Merci beaucoup Florence et merci à toutes et tous aussi d'avoir Merci été beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup nombreux. aux participants nombreux qui ont suivi cette intervention. Merci de vos retours aussi, c'est toujours très stimulant. Et enfin, merci pour l'invitation et bon Belk. Merci beaucoup Florence. Au revoir. Au revoir à tous. On va mettre fin à ce webinaire. Merci.